bismillah may jóg di way Serigne Abbas mi Yàlla fay may ko lu leer léppam ni ray na Yàlla buur dolli ko may. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans votre émission Les défis de l'heure de la chaîne Shabiba TV. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plus grand plaisir de recevoir dans ce nouveau numéro le docteur Babacar Niang. Babacar Niang est donc est un médecin urgentiste. Il est également le directeur de Souma Assistance. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Sagna. Je salue vos auditeurs, je salue Shabiba TV et la famille Abbas Ba que je respecte et que je ziar. Tout à fait. Alors, merci docteur, avec vous nous allons donc aborder beaucoup de sujets, n'est-ce pas, liés à la santé puisque le contexte nous l'impose, la situation à coronavirus, cette pandémie qui justement entre le sommet des nations, je ne cesserai de le dire. Alors déjà, un an après l'apparition, sinon le premier cas de coronavirus au Sénégal, alors quel bilan faites-vous justement sur cette pandémie qui a fait donc, sa présence au Sénégal, comme je le disais tantôt, ça fait maintenant plus de 1 an. Voilà. Moi, je vous remercie, monsieur Sagna. Donc, il y a un sujet vraiment bouleversant et terrifiant que vous abordez aujourd'hui. Bon, faire le bilan de 1 an de Covid, est-ce que c'est parler des morts ou est-ce que c'est parler de la réaction, de la riposte du pays ou est-ce que c'est penser à tous ces gens qui en ont souffert et le futur aussi qui est là, où il y a des vaccins qui sont mis en place, qui défraient beaucoup la chronique et effraient aussi beaucoup de gens, et qui est aussi en même temps une source de solution. Absolument. Donc voilà, donc il y a des débats, il y a des contradictions. Il y a beaucoup de politique. Il y a de la politique même aussi, n'oublions pas, parce que la première vague est partie avec une bonne entente politique. Qui a fait qu'on a été même décoré le Sénégal parce qu'on a bien géré. Il y avait les moyens d'abord, 1000 milliards de francs qui étaient là. Il y avait la cohésion sociale et politique. Et je pense que ça avait bien marché. Et on s'est relâché tôt. Est-ce pour qu'il y ait une deuxième vague ou est-ce que c'est le climat? Est-ce que c'est pas un microbe aussi qui est lié au climat qui, selon les saisons, part et revient? Bon, donc c'est assez discutable. On ne sait pas s'il y a eu des fautes qui ont fait qu'il y a la deuxième vague ou pas, mais je pense qu'on a retenu qu'il y a c'est un microbe qui est sensible au climat et surtout au froid et au chaud. Et là, on est déjà sur la pente descendante de la deuxième vague, juste au moment où le climat est en train de se réchauffer. Donc, on va voir si ça va devenir une épidémie saisonnière comme la grippe qui apparaît chaque fois au mois de janvier, qui disparaît au mois de mars. Donc voilà à peu près l'évolution qu'on voit. Oui. Alors docteur, après donc, je le disais tantôt, l'État du Sénégal, dès le début de cette affaire, a pris un certain nombre de mesures. Alors donc de l'état d'urgence, un couvre-feu a été décrété un peu partout dans le pays. Ces mesures prises dès le début, n'est-ce pas, de cette pandémie au Sénégal, jusqu'à nos jours, une appréciation, sinon un commentaire par rapport à tout cela. Bon, d'abord, comme c'est une pandémie, je pense que la riposte à cette pandémie devait être mondiale et semblable presque dans tous les pays. Bon, mais malheureusement, les pays ne sont pas équilibrés. Il y a ce qu'on appelle les riches, les pauvres. Et vous voyez, les riches ne sont pas les mêmes jusqu'au confinement, où les gens ne sortaient pas chez eux, mais les gens pouvaient faire des provisions, avaient les moyens de rester chez eux. L'école a continué à fonctionner par téléservice, le travail aussi par téléservice. Donc, vous voyez, donc, un pays pauvre comme le Sénégal, donc on s'est adapté un peu à nos moyens. On n'a pas fait de confinement, on a proposé l'état d'urgence et le couvre-feu. On a essayé de sortir des moyens même pour le permettre, qui était de sortir du riz, de l'huile et un peu. Bon, mais vous avez vu comment c'est toujours la distribution au Sénégal, dans un pays très évolué quand même, où tout le monde a sa fiche de vote et tout le monde est chiffré et numéroté. Mais au moment où il y a des partages, on ne sait plus quel repère on utilise.
Donc vous voyez, même cette aide a été source de polémiques et de scandales, de son achat jusqu'à sa distribution. Donc ça, je pense que vous l'avez débattu. Ce qui est bizarre au Sénégal, c'est que plus on débat des scandales, et plus on a l'impression qu'il n'y a rien qui se fait. Hein? Donc je pense qu'il y a un comité qui a été fait de contrôle de cette riposte et de ce fonds de Covid. Bon, je pense qu'on en est en un an, on n'a toujours pas de bilan. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord, n'est-ce pas, sur la manière de gérer justement ce fonds de riposte, n'est-ce pas, coronavirus? Le fonds de riposte, est-ce que c'est nous qui avons décidé? Parce que quand on voit le laboratoire Institut Pasteur, qui est une filiale quand même française, qui a eu le monopole de tous les prélèvements de Dakar à Madagascar, donc vous voyez, est-ce que c'est nous qui avons décidé ou on nous a imposé? Ou est-ce que c'est parce qu'on est pauvre, avec l'argent, on nous a imposé? Je pense que c'est l'Union européenne qui a financé cette prise en charge des tests qui était très important. Et je pense qu'on n'a eu rien à dire et on a eu des scandales du style des laboratoires valables, légitimes, comme l'IRSF qui est tenu par le professeur Boub, qui est un grand virologue, qui avait été exclu au début pour faire donner toutes les faveurs à un laboratoire qui se dit maintenant sénégalais, à actionnariat sénégalais, mais que tout le monde sait quand même, la célébrité de Pasteur n'est pas africaine. Donc c'est un organisme quand même qui est lié à l'Union européenne, à la France, et qu'on voit aussi que les pays est toujours sous dépendance et qu'on a agi comme ça. Bon, donc est-ce que le Sénégal même a décidé? Est-ce qu'elle peut décider de faire un confinement? Elle ne pouvait pas. Donc elle a fait juste ce qu'on appelait les mesures d'urgence avec pas le confinement, mais le couvre-feu, bon, qui a posé des problèmes sociaux énormes. Les gens vous ont dit qu'est-ce qu'on préfère, mourir du virus ou mourir de faim? D'accord. Et vous avez vu, la répartition n'est pas arrivée partout dans le Sénégal. Le président voulait un équilibre de toute la répartition, que tout le monde. Actuellement, il veut que la vaccination se fasse dans tous les pays, dans tout le pays à tout moment. Quand la première vaccination a commencé à Dakar, j'étais à Pété, à 600 km. Pas moyen de voir une seringue. Donc, vous voyez. Donc, là aussi, on a un problème du monde qui est divisé en deux, entre les riches et pauvres. Le Sénégal aussi, qui est Dakar et le reste. Donc, vous voyez, tout ça aussi, c'est vraiment une problématique. Alors, maintenant, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous êtes médecin, urgentiste, directeur, n'est-ce pas, bien, du SAMU, SUMA Assistance. Voilà, privé. Alors, est-ce que vous vous êtes senti, vous, en tant que privé, donc, impliqué justement dans la gestion de cette Covid? Voilà. Bon, là, vous touchez vraiment un point sensible. Oui. Bon, non, c'est bon, moi c'est pas polémique. Non, c'est qu'on a tellement eu l'habitude avec les gouvernements et les ministères que c'est deux mondes. Il y a le public qui reçoit les fonds, qui en fait ce qu'il veut, et il y a le privé qui se bat pour avoir des fonds et essayer de les rentabiliser. Alors, est-ce que cette notion de rentabilité existe dans le gouvernement? Est-ce qu'il existe dans les ministères? Donc, je pense que le partenariat public-privé qui a été soulevé par les bailleurs en dit long. C'est des bailleurs qui ont donné tellement longtemps de quoi développer la santé ou le Sénégal qui n'y arrivent pas, qui se sont retournés, qui ont dit pourtant il y a des privés qui y arrivent. Si à moi tout seul j'ai plus d'ambulances que les pompiers, si je ramasse des malades à Dakar, à Saint-Louis, à Mbour, avec des moyens d'une personne, des moyens personnels, imaginez si j'avais la moitié du budget je ne sais pas, du plus petit organisme de santé. Donc, vous voyez, et je pense que ça, on a été vraiment reconnu par le fait que maintenant même, on a créé un secteur privé dans le ministère de la Santé. Mais malheureusement, on est minoritaire. Les réunions pour débattre du privé et du public, c'est toujours le public qui est majoritaire. Il y a eu des appels de réunion pour impliquer le privé dans la prise en charge et il y a plus de public que de privé. Ah oui. Donc, je pense que c'est des prérogatives que le public a et qu'ils ne vont jamais lâcher. Comment vous parvenez donc justement à faire travailler, n'est-ce pas, dans des conditions si aujourd'hui vous êtes assez minoritaire et que vous ne vous sentez pas trop impliqué dans tout ça? Non, c'est pas qu'on est minoritaire, c'est qu'on ne reçoit pas les fonds. Mais heureusement, nous, notre ministère, c'est notre public, nos clients.
Là, j'ai pu créer, moi, un service de 16 places pour recevoir des Covid. Hein? Où est-ce que j'ai pris l'argent? C'est nos clients qui nous les donnent. Il n'y a pas une assistance de l'État? Non, non, il y avait déjà de l'argent, 1000 milliards, on n'a rien vu. Oui, mais assez grave. Mais vous avez vu, c'est à force de votre soutien dans les médias que j'ai pu m'exprimer, que j'ai reçu quelques lots de tenues. Hein, mais le liquide des 1 milliard là pour acheter de l'oxygène, pour acheter un matériel d'oxygène, et ça, je suis sûr qu'on ne le verra jamais. Et le pire en plus, c'est que l'État a besoin de ce que nous avons fait. Là, le ministère nous réclame le nombre de malades qu'on a vus, ce qu'on a pu faire, tout dans le Covid, notre combat dans le Covid, le ministère veut se l'accaparer. Hein? Le médecin-chef du district me le demande, le directeur des établissements privés, santé me le demande, le district me le demande. J'ai dit, mais pourquoi je vous les donne? Hein? Bon, mais malheureusement, il y a une loi qui dit que chaque cabinet autorisé par le ministère doit rendre compte au ministère. Bon, à ce titre, ils vont l'avoir, mais vous savez bien comment ils vont l'utiliser. Les bailleurs de fonds, ils vont dire, vous leur donnez des conditions. Est-ce que vous allez pouvoir soigner 80% des Covid? Ils vont dire oui. Malheureusement, quand les chiffres vont sortir, ils n'ont fait que 40 ou 50. Comment ils vont compléter les autres 30%? Ils vont se retourner vers le privé et nous prendre nos chiffres pour dire qu'ils sont arrivés. Et malheureusement, ces bailleurs vont leur redonner encore tous les moyens pour retourner encore dans le même système. Et finalement, où se situe l'efficacité dans tout cela? Bon, moi, à notre niveau, on ne peut pas parler d'efficacité, on parle de demandeurs et de notre réponse. Aujourd'hui, on parle de... Nos demandeurs qui viennent chez nous, monsieur, je suis en train de tousser, j'ai le corona, c'est notre réponse qui est notre problème. Ce n'est pas une question de rentabilité ou de quoi. Vous êtes urgentiste, vous avez une obligation d'assistance. Quelqu'un compte sur vous. Et il n'y a pas que le corona qui a fait que ces gens-là viennent. C'est des gens que je suis moi depuis 34 ans. Qui ont un système de vie et de soins qui n'est pas le même. Donc, ils vont pas. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un de Sali qui a pris rendez-vous à Hambourg pour aller faire son test à 15 h. À 18 h, il n'avait pas encore son test. Où est l'infirmier? Il est sorti. Où est le médecin-chef? Il est en réunion. Alors que ce monsieur-là, il serait arrivé dans le privé. Même moi, le directeur, si je suis en réunion, il y a un infirmier que je mandate qui lui fait son prélèvement. Et il partait en 10 minutes. Ce monsieur-là, socialement et économiquement, passer 3 heures de temps pour passer un test alors qu'il est ingénieur dans une grande entreprise où il faut brasser 1 million par heure, vous voyez. Donc venir dans le privé, payer 5 000 francs pour qu'on lui prélève et qu'on lui transporte, il n'y a pas photo. Donc j'ai l'impression que c'est cette population-là qu'on ignore. C'est cette population qui fait marcher l'économie et qu'on veut ramener presque dans les calanques je ne dis pas l'arriération, mais de l'inefficacité, mais vous voyez, ou de la rentabilité même. Donc voilà à peu près les exemples. Donc c'est deux mondes vraiment qui sont séparés. Aujourd'hui, la situation, 1000 morts sont enregistrés au Sénégal, plus de 1000 morts, ce qui est vraiment très inquiétant. On parle aujourd'hui de seconde vague avec l'arrivée, n'est-ce pas, du variant britannique. Tout cela inquiète mon docteur. Oui, mais ça on ne peut pas le reprocher au Sénégal. Dans une pandémie qui a été terrible, qui a mis à genoux des grandes puissances comme on dit. N'oublions pas aussi que le pays est réparti en puissance et non-puissance. Donc vous voyez, quand l'Europe se met à genoux devant cette maladie, que les États-Unis se mettent à genoux, et qu'ils ont 1000 morts par jour, nous, bon, je ne dis pas que ce n'est pas grave d'avoir un mort, c'est grave toujours pour un médecin d'avoir un mort, mais si on compte 1000 morts par rapport à ce qui s'est passé dans le monde, par jour, on devrait, bon, excusez-moi le mot, applaudir. Bon, on devrait à la limite être content, surtout avec les moyens qu'on a et les structures médicalisées qui sont tous concentrées dans les grandes villes. Il y a beaucoup de déserts médicaux. Bon, heureusement aussi, il y a le déni. Il y a beaucoup de régions où les gens font comme si la maladie n'existait pas. Je vais au Fouta régulièrement. Bon, les gens meurent, on l'enterre, ils n'ont pas de certificat de décès, ils n'ont pas de test. Donc il y a une façon de vivre aussi qui est adaptée à ce qu'on fait. Les chiffres aussi, depuis le début, j'ai fait le scandale d'en parler, de dire que les chiffres, moi j'avais dit même qu'ils sont faux, mais ils sont minorés. Quand on dit qu'on a testé 1000 personnes au Sénégal, c'est où? C'est Dakar-Thiès. Hein? Peut-être un peu... Vous remettez en question un peu seulement ces... non, mais le dispositif pour prendre en charge la population est déséquilibré.
Aujourd'hui, je vous ai donné l'exemple de mon village qui est à 50 km de Ndioum et qui est à 20 km de la route. Imaginez quelqu'un qui commence à tousser, qui a de la fièvre, hein, pour qu'il fasse 15 km sans route pour y aller. Hein, il va tomber dans le premier dispensaire qui n'a pas de test ou qui a un infirmier seulement. Il doit aller jusqu'à Ndioum à 50 km. Est-ce que Ndioum même était assez équipé? Hein? Parce que nous avons eu des malades qui ont quitté Podor pour venir faire des tests à Dakar. D'accord, vous voyez donc ce déséquilibre de la répartition de la prise en charge, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va en parler, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc je pense que le développement de la santé au Sénégal ou en Afrique, vous savez, est commencé. Voilà, maintenant il y a ce qu'on appelle au Sénégal la levée de l'état d'urgence. En tout cas, l'état d'urgence a été levé depuis le 19 de ce mois. Est-ce que... Comment jugez-vous justement cette mesure? Est-ce qu'elle est pertinente? Je souris. Pour laisser les gens, n'est-ce pas, vaquer à leur... Moi, je souris d'abord. Je souris parce que je me dis, est-ce que c'est le ministre de la Santé qui a décidé de lever l'état d'urgence? Est-ce que c'est le gouvernement qui a décidé de la levée de l'état d'urgence? Qu'est-ce qui s'est passé le lundi, lundi 15? Qu'est-ce qui s'est passé le lundi 15 là? Le soir de ce lundi-là, il n'y a aucun gendarme qui était dans la rue pour faire du couvre-feu. Non, c'est même pas, c'est par force. Ça s'est passé par force. Et même, je crois que même les manifestants l'ont réclamé ce soir-là, on l'a réclamé. Donc, à la limite, moi, j'ose dire que c'est Sonko qui a fait le lever d'état d'urgence. Je ne sais pas si ça vous fait rire, mais c'est un événement où Sonko, et même je le réclame encore au président, je dis attention, vous avez réussi la première fois quand Sonko était à côté de vous pour préparer la première vague. Donc, recommençons la même chose, entendons-nous et battons-nous pour le Sénégal tous. Hein? Donc, ça, vraiment, je pense que c'est une bonne leçon qu'on a eue là, de montrer que si on n'est pas ensemble, on ne pourra rien faire. C'est-à-dire que cette polémique dans l'affaire Sonko ne devait pas arriver à un moment où vraiment les gens s'inquiètent sur cette maladie, hein, d'accord? Bon, cette maladie a aussi la grande eau quand on dit que tous ces événements-là sont dus au Covid. Hein? Quand le président dit que la jeune est désespérée à cause du Covid qui a perturbé l'économie. Donc ça veut dire tous ces jeunes-là, le fait qu'ils soient sortis dans la rue pour se battre contre un système et contre une certaine injustice, contre un certain déséquilibre. Est-ce que vous pensez alors que vous êtes en train de me dire que cette mesure n'est pas assez pertinente, si je comprends bien? Oui. Une mesure, quand on la prend, bon, ça a arrangé les choses, hein, parce que quand même la mesure était déjà en échec. Donc on a fait une première zone, période d'état d'urgence, on n'a pas eu de résultat. On a prolongé encore un mois, on n'a pas eu de résultat. Parce que les chiffres ont baissé, mais par force. Nous, les privés qui prélevions des cas, on nous a dit vous ne prélevez plus. Les gens qui sont malades, on a dit qu'on ne les prélève pas tant qu'ils ne sont pas graves. Donc vous voyez, c'est avec cette sélection-là, les chiffres ont commencé à vouloir baisser. Bon, on a baissé jusqu'à 90, même 70 à un moment, mais avec les événements aussi qui n'ont pas respecté les mesures barrières, on est remonté à 140. Parce qu'une semaine ou 15 jours après chaque événement, vous allez voir, ça va remonter. Là, on est en train de remonter à 140 de 90. Donc ça veut dire qu'on est en train de payer même l'événement de manifestation où tout le monde s'est regroupé, où il n'y a pas eu de mesures barrières. Oui, par exemple, je vous donne un exemple. Au Fouta, avec donc où il y avait vraiment cette masse, lui-même qui n'était même pas... Pourtant, lui-même, il reconnaît qu'il a eu le Covid. Oui, oui. Et vous avez vu d'ailleurs pendant la manifestation, il a eu son masque sur lui. Oui. Donc quand on a frôlé la mort comme ça, je ne comprends pas pour des raisons politiques comment on met encore en jeu la vie de sa population. Alors, maintenant, ce qui fait aujourd'hui polémique, c'est le cas des vaccins. On parle de Pfizer, d'AstraZeneca, de Sinovac. Alors aujourd'hui, il y a une certaine réticence, n'est-ce pas, de la part de certaines populations. Et aujourd'hui, vous êtes médecin, urgentiste. Quelle appréciation vous faites sur le cas des vaccins au Sénégal? Avant que les... Certains pays ont même décidé, n'est-ce pas, d'arrêter. Avant que les vaccins arrivent, si vous avez retourné sur TFM, où j'ai fait une interview avec Mme Touré, qui est partie d'ailleurs à 2STV, où je salue mon ami Ndiaye. Voilà, donc j'avais dit clairement, bon, ça c'est de la médecine aussi, c'est de la provocation. J'ai lancé des défis en disant que pour le moment, je ne peux pas me vacciner, ma famille ne se vaccinerait pas. Parce qu'il y avait beaucoup d'inconnus. Comment on fait un vaccin en moins d'1 an? Bon, ça les gens ont répondu, la technologie a avancé, on va dans l'ADN, on peut rentrer dans l'ADN même très rapidement
pour connaître un virus. Parce que pour faire un vaccin, il y a ces 4 étapes. C'est connaître la maladie, connaître le virus, savoir industriellement le produire le vaccin. Et malheureusement, il y a une 4e étape qui était de tester sur des volontaires qui sont payés ou des anciens prisonniers dans les anciens systèmes-là. Cette phase 4e, on n'a pas pu la faire. On était pressés. Les laboratoires ont été payés même par les pays pour aller très vite. Donc, cette 4e phase-là, c'est ce qu'on est en train de passer actuellement sur les populations. Et vous voyez ce qui s'est passé. Au bout de quelques vaccins, on s'est rendu compte qu'un des vaccins, AstraZeneca, était en train de faire de la thrombose sur les complications de thrombose. Mais la thrombose, c'est quelque chose qui fait partie de la maladie. Donc, si tu crées un vaccin à partir du virus et qu'il crée la même maladie, ça veut dire que ce vaccin-là n'était pas bien fini. C'est là que vous avez des pays qui l'ont arrêté, des pays qui n'ont pas voulu l'arrêter, des gens qui disent l'efficacité est prioritaire sur les effets secondaires. C'est parti. Mais moi, je pense, et je suis en train de faire, je ne suis pas encore vacciné. J'attends 1 an de voir quels sont les effets de ces vaccins-là. Et pourtant, pendant ce temps, les autorités continuent à encourager, à sensibiliser en disant qu'il faut prendre ce vaccin et à rassurer les gens. Bien sûr, parce que c'est aussi la solution de la situation qui est catastrophique. Si je ne peux pas parler d'échec de toutes les politiques. Donc le vaccin est maintenant la seule amarre qui nous reste pour avoir peut-être un effet sur cette maladie. Les gens n'ont pas fini de se vacciner, on est en train de dire même que la maladie baisse. Alors que vous savez, ce n'est pas logique. Hein? Déjà, il faut 2 injections avant d'être immunisé. Donc, oui, donc les pro-vaccins, n'oubliez pas qu'ils ont la Big Pharma derrière aussi, qui est en train de vendre ces vaccins et de se faire des milliards. Donc, entre des politiciens qui veulent avoir une solution et Big Pharma qui veut continuer à gérer le monde avec sa puissance économique, donc si les deux s'allient, le discours, vous connaissez les médias, on peut en faire ce qu'on veut, hein, manipuler l'opinion comme on veut. Et là au Sénégal, qu'est-ce qu'on avait décidé? Qu'on vaccinait que les gens à risque et les gens âgés. On vient de libérer pour vacciner tout le monde. Parce que jusqu'à ce jour, on n'a pas encore vacciné 200 000 personnes. Hein, sur 16 millions. Si on n'a pas vacciné encore 200 000 personnes, vous voyez, donc la réticence de la population est là. Un grand marabout comme le marabout de Touba et de Tivaouane, même les marabouts, hein, qui ont toujours soutenu cette maladie, qui ont porté leur masque, qui ont conseillé à leurs talibés de faire les effets barrières, vous verrez qu'ils ne sont pas encore vaccinés. Tout à fait. Oui. Alors, il y a là un véritable problème, mon docteur, puisque jusqu'à présent, il y a cette polémique. Au départ, on parlait, n'est-ce pas, de vaccins avec le professeur Raoul, n'est-ce pas, sur les comprimés de Nivaquine. Aujourd'hui, c'est le cas des vaccins et ça devient très inquiétant. Oui, oui. Non, alors maintenant, ce coronavirus naît, hein, parce qu'il faut dire les choses. C'est la logique. Il y a cette concurrence déloyale. Non, elle n'est même pas déloyale. Non, ce n'est pas la concurrence, c'est déjà de tenir le monde. Le monde, on vous dit que c'est tenu par cette famille ou par... Il y a toute une théorie d'un certain groupe de gens qui orientent le monde, qui en font ce qu'ils veulent. Et ça, la Big Pharma, malheureusement, est citée dedans. Donc la Big Pharma, pour continuer à gérer le monde, il faut qu'il y ait une manifestation, une façon aussi de tenir la population en laisse. Hein? C'est moi qui veux faire le vaccin avec mes moyens financiers, c'est moi qui veux vous le donner, vous allez vous mettre à genoux. Les pays pauvres, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont en train de commander à l'OMS qui est en train de faire le mendiant pour recevoir quelques vaccins pour nous donner. Une population de 16 millions aujourd'hui. Vous pensez que c'est normal qu'on ait reçu moins de 400 doses? Et on nous les donne en plus. On nous les donne. On doit nous les donner. Vous voyez, donc ce déséquilibre économique et cette surpuissance de certaines organisations font que l'évolution du monde va marcher clopin-clopin. Et pourtant, docteur, l'Afrique avait donné une piste de solution à travers Madagascar qui avait proposé, n'est-ce pas, Artémisia. Et beaucoup d'États même ont pris, et même pour le Sénégal. Ouais, on l'a reçu, on ne l'a pas utilisé. On a mis tout cela aux oubliettes. Voilà, là aussi vous verrez comment on peut manipuler l'opinion. Comment on Providi, qui vient d'un autre pays africain, qui serait pauvre entre guillemets, mais qui, heureusement, son produit ressemblait à celui de professeur Raoul. Parce que n'oubliez pas, ces 2 médicaments-là, tous, ils soignent le palu. Des médicaments qui soignent le palu, et on pense que ces médicaments qui soignent le palu ont un certain effet sur mais un petit pied qui ne fait pas paraître la Big Pharma,
qui décide que ça marche. On lui a dit non, vous êtes petit, taisez-vous. Et comme on a dit à Raoul, attention, ton médicament n'est pas assez cher. Vous avez entendu, n'est pas assez cher. Ça veut dire que ça ne rapporte pas à l'hégémonie qui est déjà en place. D'accord. Au lieu de dire, ok, on prend, on va vous aider, on cherche. Mais on vous a dit, c'est pas assez cher, essayez de laisser tomber ça. Il a eu toutes les histoires du monde et toutes les menaces, même de sa mort contre sa vie, parce que certains gens qui détiennent veulent quelque chose de plus cher qui va leur faire gagner des milliards. Tout à fait. Alors, parlons, docteur, maintenant du système sanitaire africain. Aujourd'hui, c'est un système assez défaillant. Et est-ce qu'il ne fallait pas penser, n'est-ce pas, à mettre sur pied, à revoir un peu nos systèmes sanitaires pour pouvoir, eh bien, compte tenu de telles maladies. Et bien avant, je crois que l'Afrique avait connu, il y a quelques années, le cas Ebola. Et aujourd'hui, la pandémie de coronavirus encore est là et pas de solution. Alors, nos systèmes sanitaires en Afrique, est-ce qu'il faut, surtout nos politiques africaines, est-ce qu'il ne faut pas prendre des mesures préventives, justement? Non, Monsieur Sagna, vous savez, tout ça, je vais le ramener à une question. Oui. Vous entendez parler de médecine africaine et de médecine de Toubab. Au Sénégal, on dit la médecine bougnoul, hein, médecine wolof et médecine Toubab. Tout à fait. Donc, quelle est la médecine qui existe en Afrique? Vous voyez, hein, nous, les colonisés qui ont été des bons élèves, qui ont eu le bac, qui ont allé faire nos trucs, on nous a formatés. Hein? C'est cette médecine-là qui est la bonne. Mais là, vous allez en Chine, il y a une autre médecine qui marche. Vous allez en Birmanie, il y a une autre médecine qui marche. Et nous, avant qu'on nous colonise, on avait une médecine. Il n'y avait pas de pénicilline ni d'aspirine. Et n'empêche que l'humanité est restée là, malgré notre pauvreté, malgré ce qu'on nous taxe d'ignorants et de trucs. Oui. Mais vous voyez, on a traversé quand même des siècles, hein, dans des endroits pas trop accueillants. Hein, et on a traversé, on est encore là. On est les enfants de ces gens qui ont traversé la préhistoire jusque-là. Et bon, on ne peut pas dire que ces gens ne savaient rien. Ils se soignaient quand même. Ils ont dû se soigner pour que nous, aujourd'hui, on soit là, vivants et en bonne santé. C'est qu'il y avait une médecine. La colonisation est arrivée, a dit poussez-moi tout ça, et voilà ma médecine. Est-ce que la population a adhéré à ça? Elle n'a pas entièrement adhéré. Hein? Quand tu as été formé à l'école et tout, on t'a formaté, ah oui, il faut vivre comme ça, il faut faire comme ça. Bon, mais il y a l'autre Sénégalais qui vit dans sa, bon, je dis pas brousse, mais dans sa région, où d'ailleurs, malgré lui, il n'y a pas de dispensaire. Donc il continue à se soigner comme ses ancêtres sont se soignés. Et il s'en sort. Il faut aussi encourager donc, nos États, n'est-ce pas, cette médecine traditionnelle et leur doter de moyens à pousser la réflexion justement pour trouver des médicaments. Là aussi encore c'est très parlant et convaincant parce que la médecine moderne elle est faite avec la médecine traditionnelle. Oui. C'est les mêmes plantes qu'on a nous concoctées, fait bouillir ou fait macérer qui ont été amenées dans les laboratoires et on a sorti la molécule et on l'a industrialisée. Donc vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a tout n'est pas mauvais dans ce qui existait. Et même c'est ce qui existait qui a fait avancer la médecine moderne. N'oubliez pas, les meilleurs médecins, c'était des Arabes. Ça n'a jamais été des Européens. Mais quand les Européens se sont organisés, ils ont mis l'hégémonie, ils ont mis la bombe atomique, ils ont dit les autres, vous n'avez plus le droit d'avoir la bombe. Donc vous nous restez. La colonisation continue. Hein. Gérer les autres, on le gère d'une autre façon. Hein? Donc ils sont arrivés à mieux que la colonisation, c'est de maîtriser le monde par le fait d'avoir une arme et que les autres ne l'ont pas. Et qu'on leur dit que vous n'avez pas le droit de l'avoir. Oui. Et avec ça, on arrive à influencer tout et maîtriser tout. C'est à ce monde-là qu'on est. Et ce monde de dire qu'il est binaire, c'est ça qui est catastrophique. Moi je suis bon, vous n'êtes pas bon, nous on est bon, vous n'êtes pas bon. Bon, je pense que c'est trop terre à terre. Il faudra rapidement qu'on sorte de ça et qu'on fasse évoluer le monde d'une autre façon. Docteur, dernier point de cet entretien, c'est justement au début de cette pandémie au Sénégal, 1000 milliards ont été injectés et aujourd'hui on demande que vraiment qu'il y ait vraiment ce compte rendu de manière transparente et jusqu'à présent ça fait également là aussi polémique. Vous en pensez quoi justement? Antoine, nous qui sommes sociétés qui vivons dans ce Sénégal, on nous impose un bilan obligatoire à partir de ce mois de mars. Le bilan de 2020, on doit le déposer dans ce mois de mars
au service des impôts et domaines. Et c'est dans tout le pays, toutes les sociétés. Bon, maintenant, si le lion veut faire ce qu'il veut chez lui, ce qu'on appelle les contrats léoniens, hein? Je mets ce que je veux et toi tu mets... Bon, mais si on voulait donner l'exemple à toute la population qui fait ses déclarations d'impôts en fin d'année, je pense que la déclaration d'impôts de ces 1000 milliards devrait être déjà posée sur la table. Oui, et malheureusement ça tarde toujours. Hein? Oui. Vous le savez mieux que moi, vous les journalistes, vous avez parlé de scandales les plus scandaleux du pays. Bon, on dirait que ça ne fait rien bouger. Docteur, c'est la fin de cet entretien. Dernier mot, justement. Dernier mot, c'est de dire qu'on continue le combat. Ça nous paraît énorme, ça nous paraît... bon, et ce qui est bizarre en plus dans cette pandémie-là, le Covid, on a dit que c'est la maladie la plus démocratique. Oui. Elle n'a laissé personne, ni le riche, ni le pauvre, ni le nord, ni le sud. Alors qu'avant, avec l'Ebola, on disait, ouais, c'est les pauvres Africains qui vivent dans la brousse que ça attrape. Et là, vous avez une maladie, par contre, là, que tu sois bien logé, bien nourri ou pas. Oui. À quand faut-il s'attendre vraiment que cette maladie disparaisse une bonne fois? Bon, là, d'après les recherches, d'après les profils qu'on a vus, c'est une maladie qui va être, qui va pas disparaître. Ouais. Parce qu'on ne peut pas occuper le monde entier comme ça et être vivant. N'oubliez pas qu'un virus, c'est un être vivant. C'est comme si quelqu'un décidait aujourd'hui de faire du génocide. Il n'y arrive pas. Tous ces gens qui ont essayé de faire des génocides, de faire disparaître une population, n'y sont pas arrivés. Oui. Donc, vous voyez, les microbes aussi, autant le palu que tous les virus du monde, c'est des choses qui ont été créées. Pour les croyants, c'est quelque chose qui a été créé par le bon Dieu. Et tant que le bon Dieu ne voudra pas que ça parte, ça partira. Bon, on trouvera peut-être des moyens pour qu'il n'y ait pas d'influence sur notre vie, mais que quand même, c'est des gens qui ont leur propre processus indépendant, hein, qui trouvent tout ce qu'il leur faut dans la nature et qui vont l'utiliser pour continuer à persister. Merci, docteur. Merci. De rien, M. Sagna. Je salue bien. Voilà, merci, mesdames et messieurs. C'est la fin de cet entretien avec le docteur Babacar Niang. Il est médecin urgentiste, également directeur de Souma Assistance. Avec lui, nous avons eu à décortiquer beaucoup de questions liées, n'est-ce pas, au coronavirus, sa gestion au Sénégal et aussi le cas des vaccins qui fait polémique. On va se donner donc rendez-vous très prochainement. Une mention spéciale, n'est-ce pas, à l'ensemble de la rédaction de Shabiba TV, sans oublier donc mes amis Maud Fall, à qui on souhaite un complet rétablissement, mais également mon ami Lamine Gueye et Aminata Ba, et donc Khadi de l'autre côté du Mali. Donc bonsoir nos amis maliens et tout le monde hein, de Komomar. On se donne rendez-vous donc très prochainement dans un nouveau numéro de votre émission Les défis de l'heure sur Shabiba TV. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bismillah may jóg di way Serigne Abbas mi Yàlla fay may ko lu leer léppam ni ray na Yàlla buur dolli ko may